Bonjour à tous et toutes, merci Cédric de me faire participer aujourd'hui. Donc, je suis Alexandre Valmartel, maître de conférence à l'Université Paris-Cité, membre du conseil scientifique du CNGE et je n'ai pas d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ou autre. Donc, on va faire un point sur la colchicine en prévention cardiovasculaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? C'est à cause du rôle de l'inflammation dans les maladies cardiovasculaires. Pour reprendre un petit peu de physiologie quand même, le cholestérol, le LDL, va s'accumuler, ça vous le savez, il rentre dans la paroi vasculaire et une fois qu'il est rentré, il va s'oxyder. Ça fait de l'inflammation qui commence à se dégager. Le LDL oxydé va être phagocyté par les macrophages. Les macrophages se gonflent, deviennent des cellules spumeuses qui vont ensuite déclencher une réaction T. Et donc les lymphocytes T qui vont arriver vont induire la production de cytokines inflammatoires qui vont fragiliser la paroi vasculaire et en la fragilisant, déclencher ensuite une rupture de plaques et donc entraîner des accidents vasculaires. Donc il y a plusieurs études qui ont essayé d'agir sur l'inflammation. Le professeur Dibaudina a parlé de la vitamine E juste avant, mais il y a d'autres trucs qui ont été testés, comme le canakinumab, un anticorps monoclonal anti-IL1 et anti-COX, chez des patients ayant fait un infarctus, et on verra l'importance que ça a après, avec une CRP ultrasensible élevée, sur un critère cardiovasculaire. Ils ont retrouvé qu'il y avait effectivement, en traitant par canakinumab, une réduction des événements cardiovasculaires. Effet modeste, mais présent quand même. Mais des fois, ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé aussi le méthotrexate en prévention secondaire, chez des patients cardiovasculaires ou diabétiques. Cependant, il n'y avait aucune différence. Et puisqu'on est dans l'inflammation et dans les anti-inflammatoires, on ne va pas oublier que les coxibes, lorsqu'on tente de les donner, notamment le rofecoxib, il y avait au contraire un surrisque d'événements cardiovasculaires qui ont conduit au retrait du marché de la molécule. Mais il y a d'autres anti-inflammatoires plus couramment utilisés, le diclofénac notamment, qui entraînent un surrisque d'événements cardiovasculaires, un surrisque d'AVC, d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, etc. Donc tous les anti-inflammatoires ont cet effet, plus ou moins marqué. Et donc la colchicine dans tout ça. La colchicine, si on reprend le mécanisme physiopathologique du début, elle va inhiber le processus de phagocytose et réduire la production de cytokines. Et donc ainsi réduire l'inflammation dans la paroi vasculaire. Elle a été testée, comme l'a dit le professeur Ra, et comme on va revenir juste après avec le professeur Tardif, dans 2 essais. L'étude Colcott, 4700 patients, l'étude Lodoco, 5500 patients, et dans les 2 cas, avec un suivi de 3 ans chez des patients ayant fait un infarctus en prévention secondaire, donc, il y avait une réduction importante des événements cardiovasculaires, avec un nombre de sujets à traiter à 2 ans de 30 à 60 patients, ce qui est assez important. Il y a 2 jours, une étude qui a été publiée, CLEAR, 7000 patients qui, elles, ne retrouvent pas d'effet, mais encore une fois, ça sera rediscuté dans la présentation juste après, pour essayer de comprendre pourquoi. Si on fait une revue systématique, il y a eu plusieurs essais, plus ou moins discordants, on voit que sur la survenue d'événements cardiovasculaires, la colchicine en prévention secondaire semble réduire la survenue d'événements cardiovasculaires. Il n'y a par contre pas d'effet significatif sur la mortalité cardiovasculaire et pas non plus d'effet significatif sur la mortalité globale. Suite à ces études, les recommandations américaines de 2023 ont quand même considéré la colchicine comme un traitement possible en prévention secondaire avec un grade 2B, donc reposant sur des essais randomisés, mais de recommandations conditionnelles. Et ça a été surenchéri cette année avec les recommandations européennes qui la classent, elles, en 2A, même s'il n'y a pas eu de nouvelle étude entre les deux. Ça, c'est en post-infarctus. En post-AVC, une grosse étude publiée cette année dans Lancet, 3000 patients qui ont été hospitalisés pour un AVC non sévère, à qui on a donné donc de la colchicine en post-AVC. Il se trouve que le critère de jugement principal, récidive d'AVC, infarctus, arrêt cardiaque ou hospitalisation pour coronaropathie, n'était pas diminué significativement. Une deuxième étude, l'étude Chance 3, publiée aussi cette année,
8000 patients chez qui on a donné, encore une fois, de la colchicine, mais pas non plus d'efficacité retrouvée, donc post-AVC, mais c'était une étude qui a duré que 3 mois. C'était un peu court, ce qui tentait surtout de voir s'il y avait un effet rapide de la colchicine sur la récidive, mais on n'a pas du coup de données à plus long terme par rapport à cet essai-là. Donc ça ne semble pas trop marcher en post-AVC. Si on revient sur notre sujet principal d'aujourd'hui, qui était le diabète, comme l'a dit le professeur Ra, on n'a pas d'études claires là-dessus, c'est pour ça qu'on va en reparler sur la mise en place d'une étude dans le diabète. Mais si on analyse l'étude Colcott, donc il y a un sous-groupe de patients diabétiques qui a été étudié, il y a une publication qui a fait suite, et donc sur les 600 patients diabétiques avec coronaropathie randomisée, il s'avère qu'il y avait une réduction du critère de jugement principal d'événements cardiovasculaires avec une taille d'effet supérieure à celle de la population générale de l'étude, puisque la NTL est de 22 contre 63 pour le groupe principal complet de l'étude. Et cet effet, il est uniquement porté par les AVC, qui est le seul sous-critère du jugement principal pour lequel il y a une diminution significative. Donc ça pourrait marcher, et vous allez me dire, parce que ce qui nous fait tous peur en tant que généraliste, c'est la colchicine, on en a peur, c'est dangereux. On a tous eu les alertes de la NSM, attention au surdosage, baisse des doses dans la goutte. En effet, la colchicine, c'est un traitement à marge thérapeutique étroite qui peut être mortel sur des doses supérieures à 0,5 mg/kg. Donc on est quand même largement au-dessus des doses qu'on est censé donner en prévention, qui est de 0,5 mg par jour et pas mg/kg. Il y a quelques cas décrits de décès sur des doses cumulées de 10 grammes en 5 jours, de 8 grammes en 3 jours, milligrammes en 3 jours. Donc on est quand même à des doses assez fortes. Et la place des diarrhées, en effet, les diarrhées sont un des premiers signes de surdosage quand il y a un surdosage. Donc la première phase, c'est des troubles gastro-intestinaux, nausées, diarrhées, et puis après, il y a l'atteinte multiviscérale de 2 à 7 jours, hématologie, cardio-respiratoire, etc. Et dans la littérature, ils décrivent ça après, à 7 jours, guérison chez ceux qui ont survécu. C'est pas hyper encourageant, j'avoue. Mais, encore une fois, ce n'est pas les mêmes doses. Si on reprend ce qu'il y a eu dans ces études, dans les 3 études dont je vous ai parlé, il y avait quand même au total entre 15 et 20 000 patients donc, qui ont été randomisés, la moitié qui ont reçu de la colchicine, donc quasiment 10 000 patients qui ont eu de la colchicine pendant 3 ans, alors qu'ils avaient des problèmes cardiovasculaires. Et bien, ce qui est retrouvé dans Colcott, c'est augmentation des nausées, pas d'augmentation des diarrhées, augmentation des pneumopathies, c'est la seule étude qui a retrouvé ça. Dans l'ODOCO, des myalgies, un doute sur une surmortalité non cardiovasculaire, à la limite de la significativité, on va y revenir. Et dans Convince, plus de diarrhée, plus de nausées et un doute sur une augmentation d'hépatite. Lorsqu'on fait une revue systématique pour reprendre tout ça, il y avait effectivement plus de troubles digestifs, plus de myalgie, cependant pas de surrisque hématologique, cutané, infectieux, hépatique ou autre. Donc pas d'augmentation de risque sévère a priori. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces effets secondaires, ils sont dépendants de la dose de colchicine qui est donnée. À 0,5 mg par jour, il n'y a pas d'augmentation des troubles digestifs significatifs. Quand on passe à 0,5 2 fois, ou 1 par jour, 1 mg, il y a une augmentation, et puis plus de 1 mg, encore plus. Il y a une relation dose-effet qui est retrouvée. Et donc au dosage faible qui est proposé dans les études de prévention cardiovasculaire, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément d'augmentation des diarrhées. Et si on revient sur la mortalité, donc pas de différence pour la mortalité globale. Alors certes, on aurait bien aimé qu'il y ait une réduction de mortalité globale, alors que là on est plutôt à se dire on ne voudrait pas que ça l'augmente, mais pas d'augmentation de mortalité globale, donc pas de risque là-dessus. Mortalité cardiovasculaire non modifiée non plus, et la mortalité non cardiovasculaire, pour le coup, elle ne ressort pas comme étant augmentée. Donc ça, c'est rassurant. L'autre point qui inquiète sur la colchicine, ce sont les interactions médicamenteuses. Donc c'est métabolisé par le cytochrome 3 à 4, avec une élimination essentiellement hépatique, et donc il y avait une crainte de surrisque d'hépatite,
qui n'est pas significative, mais qui peut arriver en cas de problème hépatique associé. Les interactions médicamenteuses, il n'y en a aucune qui est prévisible avec les traitements du diabète. Par contre, on peut s'attendre à des interactions avec les traitements cardiovasculaires. Les statines, avec un risque de rhabdomyolyse qui peut être augmenté, les antivitamines K pour le risque hémorragique, et puis d'autres traitements courants, la myodarone, les inhibiteurs calciques bradykardisants, qui peuvent augmenter la toxicité de la colchicine. En pratique, sur les 7 000 à 10 000 patients dans les études, qui avaient des statines, qui avaient des anticoagulants, c'est absolument pas ressorti. En tout cas, pas au dosage faible qui sont utilisés en prévention cardiovasculaire. Donc, si on résume un peu tout ça, la colchicine à 0,5 mg/kg a probablement une efficacité pour réduire des événements cardiovasculaires en post-infarctus. En post-AVC, malgré le haut risque cardiovasculaire considéré, pas d'efficacité démontrée. Au niveau de la sécurité du traitement, augmentation quand même probable des troubles digestifs, sans risque, sans surrisque d'événements indésirables graves. Et on a vu que dans les recommandations américaines et européennes, c'est recommandé, mais c'est très peu utilisé en pratique. Il faudrait voir quelle est la balance coût économique, coût efficacité que ça pourrait avoir pour trouver une place s'il fallait la conserver. Et enfin, puisque c'est le sujet, qu'est-ce que ça donne dans une autre population qui, dans Colcote, dans le sous-groupe diabète, avait une taille d'effet quand même supérieure à celle de la population non diabétique, voir ce que ça donne en prévention primaire chez des patients diabétiques. Est-ce que ça pourrait être une option? Et ça, donc, on n'a pas encore la réponse. Merci.